Guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va-t-il négocier directement avec les rebelles de M23 AFC en Angola, selon les communiqués qui ont été rendus publics par le gouvernement angolais? Mais nous sommes également à l'aube de la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée nationale, qui doit être la priorité des députés nationaux face à cette guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui, dans cet entretien exclusif, l'honorable Marcel Tshipepele, élu du Kasaï central, au cadre de l'Union pour la nation congolaise. Honorable Marcel, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous dis grandement merci pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Merci également à vous de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Tout de suite, honorable Marcel, le pays est appelé directement à négocier avec les rebelles de M23, selon le communiqué rendu public par le gouvernement angolais. Félix Tshisekedi va-t-il finalement négocier avec les rebelles alors qu'il était catégorique sur sa position de ne pas négocier avec les patrons? Merci beaucoup. Le pays est en guerre. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, est au front. Il est au front pour donner la paix au peuple congolais. Il est au front pour donner la paix à notre population de l'Est, qui n'entend pas autre chose que la paix. Je crois que tous les moyens sont bons. Négocier, oui, c'est une guerre. Nous sommes sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique, il y a le front militaire, et il y a le front politique. Et le président de la République est engagé sur tous ces fronts. Aujourd'hui, nous avons tous lu le communiqué de la présidence angolaise qui a annoncé les négociations directes avec le M23 et la République. J'ai suivi les réseaux sociaux, ça a parlé dans tous les sens, mais je crois qu'on ne gère pas le pays sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État est là pour trouver des solutions pour sa population. Si le chef de l'État ou le gouvernement annonce officiellement qu'il va y avoir dialogue entre la RDC et le M23, personnellement, je pense que ça ne devrait pas faire sujet de débat, puisque depuis le départ, le chef de l'État lui-même a indiqué les trois fronts. Il n'est pas dit qu'il est sur le front diplomatique, entre autres, pour parler avec le M23, que le chef va abandonner le front militaire. On est sur tout le front, peut-être, je me dis, ça, je sais de réfléchir à haute voix. Peut-être que les rebelles peuvent donner l'impression d'accepter cette voie pour nous distraire et continuer à avancer. Et je ne vois pas que le chef de l'État va se laisser faire dans ce sens-là. Dialoguer, oui, mais nos militaires restent au front, nos militaires restent alertés pour garder la nation et pour protéger la population. Est-ce que ce n'est pas en retard que le président de la République ou que le gouvernement congolais accepte aujourd'hui de négocier directement avec les rebelles, car nous avons déjà enregistré plusieurs morts au niveau de l'Est de la RDC et les rebelles ne comptent pas s'arrêter là, ils continuent à conquérir le territoire congolais. Nous rappelons qu'un fils de ces pays, le président de l'Assemblée nationale, avait à son temps apporté cette proposition sur la table du président de la République, alors que le M23 occupait encore rien que la cité de Bunagana. Est-ce que ce n'est pas en retard? Personnellement, je pense qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Tant que le gouvernement ou le chef de l'État, s'il faut parler de l'individu, prend position pour défendre la nation. Et je salue le président de l'Assemblée nationale qui avait en son temps donné le triangle pour résoudre ce problème. Personnellement, je me dis que s'il était écouté en ces temps,
peut-être que Goma ne tomberait pas, Bukavu ne tomberait pas, mais on est là, on est devant un fait accompli. Il n'est pas tard pour mieux faire. Le chef de l'État a pris la ferme résolution de redonner la paix à l'est du pays. Je fais confiance, je sais qu'il est sur le fond. Et si aujourd'hui on prend le chemin du dialogue, personnellement, je pense que c'est pas mauvais pour la République, pourvu que la République ne soit pas vendue. On peut dialoguer pour la paix et non dialoguer pour vendre le pays. Et qu'adviendra-t-il de ces rebelles qui ont endeuillé la République? Autant de morts enregistrés après dialogue. Seront-ils amnistiés? Seront-ils récompensés, pardonnés? La population se demande aujourd'hui. Non, je crois que le chef de l'État est le champion de la justice transitionnelle. Je pense qu'on va appliquer la justice transitionnelle et tous ceux qui ont commis le crime, la justice congolaise est là. La négociation ne veut pas dire effacement de crime. Chacun devrait répondre de ses actes. Chacun devrait répondre de ses actes. Je crois que le M23, ils ont un cahier de charge. La République, s'ils acceptent officiellement, ils vont écouter ce cahier de charge. Mais cela ne veut pas dire que la République va consommer l'impunité. Personnellement, je pensais ça. Mais entre-temps, nous attendons la position officielle du gouvernement. Nous avons vu la porte-parole du chef de l'État qui a pris acte du communiqué de la présidence angolaise. Et hier, elle nous a annoncé que les invitations ont été reçues officiellement. On attend que le gouvernement se prononce. Et personnellement, je pense que le gouvernement ne faut pas se gêner de dire, OK, nous allons négocier. Puisque ce sont le peuple, c'est la population qui est en train de mourir. C'est la population qui faire la guerre, c'est bien. Mais dites-vous que cette guerre-là n'est pas faite dans la brousse. Hein. C'est dans le cité, là où il y a les gens qui vivent, il y a la population. Et le chef de l'État a cette double mission-là, faire la guerre, mais également protéger sa population. Garantir la sécurité. On ne va pas voir un chef de l'État qui va accepter de voir sa population mourir. On est chef puisqu'il y a la population. Je crois que c'est dans cette double casquette-là que le chef de l'État est en train de réfléchir pour donner une bonne solution adéquate à cette situation de l'Est. En attendant la position du gouvernement congolais, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale, on annonce également que déjà ce week-end, ce sera l'ouverture de la session de mars. Vous êtes député national, honorable Marcel Tshipekele, qui doit être la priorité des députés au cours de cette session face à cette guerre d'agression qui est subie la RDC. La priorité des priorités pour cette session de mars, pour moi, je pense, ça serait de donner à notre gouvernement un budget qui est adapté à la guerre. Vous savez, le chef de l'État avait fait appel à la réduction de vie des institutions. Cet appel ne peut être concrétisé que si tout est pris en compte dans le budget. Alors, la priorité serait, au niveau de l'Assemblée nationale, de traiter les collectifs budgétaires qui va provenir du gouvernement afin de donner au gouvernement le moyen de faire face à l'insécurité à l'est du pays et aussi aux priorités de nos militaires qui sont au front. La première priorité, c'est ça. Et en second lieu, je pense que nous allons accentuer avec la diplomatie parlementaire, qui est d'ailleurs activée par le speaker de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui ne ménage aucun effort pour activer la diplomatie parlementaire. Je crois qu'avec la session de mars, ça va encore être plus activé et nous serons surtout le fond. Vous revenez également de vos vacances parlementaires dans la province du Kasaï central. Nous avons vu sur terrain, surtout dans un contrôle parlementaire du programme de développement des 145 territoires. Peut-on en savoir plus? Oui, merci beaucoup. Nous étions sur terrain. Et pendant la session de septembre, nous avions
demandé une mission de contrôle de 145 territoires. Et nous sommes allés. C'est vrai qu'il y a encore la procédure à terminer au niveau de l'Assemblée nationale. À notre niveau, nous avons déjà entamé deux enquêtes au niveau de la province sur les 5 territoires, bien que ce n'est pas fini, en attendant que nous puissions terminer avec le bureau de l'Assemblée. Je crois, avec l'ouverture de cette session de mars, nous pourrons terminer cette mission officiellement et rendre officiel notre rapport. C'est vrai que la première sera réservée à la plénière. Après la présentation au niveau de la plénière, je crois que toute ma population sera au courant des résultats de nos enquêtes. Sur la ville de Kananga, nous avons suivi l'évolution des travaux annoncés par le chef de l'État. Il y a entre autres la voirie urbaine. Je peux dire qu'il y a une évolution puisque les travaux évoluent, hein, ça faut le dire. Bien qu'à un certain moment, nous a annoncé l'arrêt des travaux. Il y a la route Kananga-Kalamambouche qu'on ne cesse jamais d'évoquer dans nos interventions. Les travaux, c'est vraiment pas de tortue. Je crois que parmi nos priorités en tant qu'élu de la ville de Kananga, sera de faire pression une fois de plus sur le gouvernement central afin que le deuxième décaissement soit fait à temps et pour accélérer ces travaux. Parce que la route Kananga-Kalamambouche, comme nous l'avons toujours dit, c'est une route de l'espoir. De l'espoir non seulement pour le Kasaï central, mais de l'espoir pour l'espace Grand Kasaï, parce que c'est une route qui débouche directement sur l'océan. Et en dehors de cela, nous avons assisté au lancement de travaux de la Chite Mbombo, sous la supervision de l'ANSER. Nous suivons de près, ils sont au niveau de la construction de la base vue. Je fais foi à l'ANSER, je crois que les travaux ne vont pas s'arrêter. Et en tant que parlementaire, comme nous sommes pendant la session de mars, nous allons encore faire le contrôle parlementaire pour suivre l'évolution de ces travaux qui ont débuté et on est à quel niveau et faire rapport à chaque fois à notre population qui attend beaucoup de ce barrage de Chite Mbombo, puisque la ville de Kananga attend voir son développement. Et qui dit développement voit l'électricité. Il ne peut pas développer un contrée sans électricité. Et en dehors de cela, il y a aussi le travaux de la Chite Katende. Il y a des matériels qui arrivent. Donc, nous aurons fait du boulot pendant la session de mars. Pendant la session de mars, vous aurez beaucoup de boulot. Et nous estimons également que vous avez des initiatives parlementaires que vous allez sûrement inscrire pour l'intérêt de votre population, pour l'intérêt de la population du Kasaï. Déjà, nous avons déposé une question écrite adressée au ministre de la Santé et Hygiène publique à ce qui concerne les inspections provinciales de la santé. Comme vous le savez, ces inspections ont été mises en place depuis 2016 et leurs frais de fonctionnement et primes et autres ont été toujours inscrits dans la loi de finances. Mais je peux vous informer que ces inspecteurs provinciaux de la santé ne touchent pas de primes jusqu'à présent. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative-là. Nous avons approché le ministre de la Santé pour nous éclairer sur cette situation. Je crois que dès qu'il nous aura répondu, si on n'est pas satisfait, nous allons passer à l'étape suivante pour quand même mettre à l'aise nos frères et sœurs qui travaillent à l'inspection provinciale de la santé. Et en dehors de cela, nous sommes initiateurs d'une loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national de techniciens de développement rural. Je crois que ça va être aligné pendant cette session de mars. Et en dehors de cela, il y a aussi plusieurs programmes de contrôle parlementaire. Je suis député membre de la commission ECOFIN et nous avons déjà un chronogramme. Il y aura des contrôles parlementaires pour aider notre gouvernement à bien maximiser ses moyens et servir la population congolaise. Et également le contrôle budgétaire
est envisagée. Nous n'allons pas vous retenir longtemps, nous allons chuter par cette dernière question. L'Union sacrée, cette famille politique dont vous faites partie, et vous êtes au cadre de l'Union pour la nation congolaise, est passée, où son directoire a été élargi à 40 membres. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Est-ce une bonne initiative? Est-ce que le directoire qui était en place n'a pas donné les résultats escomptés? Et pourquoi avoir élargi ce directoire à 40 membres? Merci beaucoup. Nous avons tous suivi par le voie des réseaux sociaux la publication de la composition du présidium de l'Union sacrée qui est passé à 40. S'il m'est permis de réfléchir à haute voix, je me dis, on a tenté de résoudre un problème en créant d'autres. Déjà, le présidium à 5 ou à 6, avec la sortie du gouvernement, vous connaissez tout ce qu'il y a eu comme frustration. Mais maintenant, nous sommes à 40. Est-ce qu'il va être facile de gérer ces 40 responsables? Est-ce que fallait-il pas courageusement nommer un seul coordonnateur, puisque nous avons tous une autorité de référence, qui est son Excellence Félix Antoine Tshilombo, à qui tous nous devons loyauté, à qui tous nous devons respect, à qui tous nous devons suivre et accompagner la vision. Personnellement, je pense que cette nouvelle formule, avec le temps, posera problème. Et surtout, la situation que traverse le pays actuellement, avoir une telle configuration, humblement, à mon humble avis, ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon parti, je pense que c'est mal parti. Ça, c'est mon avis. C'est votre avis, c'est mal parti. Honorable Marcel Kibekele, je rappelle que vous êtes au cadre de l'Union pour la nation congolaise, député national élu du Kasai central et membre de la commission ECOFIN. Pour finir, nous vous demandons de regarder cette caméra et vous adresser à la population congolaise, à la population de l'Est de la RDC, mais également à la population du Kasai central, votre base naturelle. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser à la population congolaise, particulièrement à la population de l'Est, nos frères et sœurs de Goma et de Bukavu. Je vous présente toute ma compassion. En tant qu'élu national, je suis de cœur avec vous. De cœur avec vous, puisque nous sommes derrière le chef de l'État. Nous l'accompagnons dans sa vision de ramener la paix dans cette partie du pays. Nous vous demandons de rester mobilisés. Le pays est agressé. L'agresseur est connu, c'est le Rwanda. L'agresseur est connu, c'est le Rwanda. Ne cédons pas à cette manipulation de l'agresseur. Je sais que vous êtes là où vous êtes, parfois, vous êtes intimidés. Nos frères et sœurs sont tués gratuitement. Je vous demande de ne pas baisser le pas. Pour preuve, je suis élu du Kasai central. Récemment, j'ai personnellement initié une collecte de fonds pour soutenir nos militaires, pour soutenir nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Les images sont là, et la presse va nous aider. Et avec Dieu, je crois et j'ai la foi, la paix va nous revenir tous et nous aurons cette chance de revivre encore ensemble puisque le Congo doit rester un et indivisible. À toute la population du reste du pays, je vous lance un appel comme le chef de l'État l'a fait. Restons mobilisés pour barrer la route à cette barbarie rwandaise. Tenons-nous debout. Si jamais vous avez une information qui indique que il y a des rebelles telle part, les autorités ont donné des canaux par lesquels vous pouvez communiquer, ne soyons pas complices. La patrie ne peut jamais être trahie. Et à ma population du Kasai central, plus particulièrement de la ville de Kananga, je vous demande
je vous demande de rester debout et veiller pour que notre ville, pour que notre province ne soit pas la porte par laquelle l'agresseur peut entrer au centre du pays. Je fais appel à la société civile, je fais appel aux opérateurs politiques, économiques, de rester debout sur l'appel de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de combattre pour notre pays, afin de sauvegarder l'unité nationale. Merci. C'est sur cette note, mesdames et messieurs, que nous vous prenons congé. Dans le premier temps, on vous retrouve dans les jours qui viennent pour un nouveau entretien. D'ici là, restez branchés. Merci.